Mesdames, Messieurs, je vous informe que le réveil et le dynamisme de l'Afrique francophone est possible et sous certaines conditions. Vous le saviez tous comme moi que l'Afrique francophone est en retard considérable face à l'Afrique anglophone, plus démocratique, plus dynamique. Mesdames, Messieurs, je vous informe que les Gilets jaunes en France ont fait un rapport qui est passé inaperçu. Et dans ces rapports, ils ont constaté que 9 Africains sur 10, 9 Africains sur 10 est en méfiance envers la France-Afrique. Et qui dit la France-Afrique dit la France. Alors que les Africains anglophones ne sont qu'en méfiance envers la Grande-Bretagne qu'à 3 sur 10. Donc 3 Africains anglophones sur 10 est en méfiance vers la Grande-Bretagne. Alors que 9 sur 10 Africains francophones est en méfiance ou en défiance vers la France. Trouvez les rêves. Mesdames, Messieurs, je pense que la France, quelque part, est en partie responsable. Mais je dis que la grande responsabilité revient à nous-mêmes, Africains francophones déjà. Parce qu'il n'y a pas une génétique que les Africains francophones seraient plus démocrates, plus raisonnables, plus dynamiques et plus responsables que les Africains d'Afrique francophone. Non, c'est pas vrai. Mesdames, Messieurs, vous savez qu'en 1960, la Corée du Sud faisait partie des pays qu'on appelait les pays pauvres. C'était comme nous. On parlait l'aide au développement aux pays pauvres. Ils recevaient de l'aide au développement. Mais l'avantage des Coréens du Sud, c'est qu'ils font partie de l'anthropologie politique et sociale asiatique, qui n'est pas comparable à celle des Africains. Notre anthropologie sociale n'est pas bonne. L'anthropologie sociale et politique n'est pas bonne comparée à d'autres anthropologies politiques et sociales. Bien entendu, le problème chez nous, c'est toujours le problème du poids des traditions, de la culture, même de l'éducation. Et le plus important, c'est le pouvoir. Mesdames, Messieurs, je vais ici vous décrypter d'abord notre anthropologie politique et sociale qui n'est pas bonne, trop mauvaise, et pour le dynamisme de l'Afrique noire en général et de l'Afrique francophone en particulier. Et puis je chercherai des solutions de sortie de cet état de crise du néocolonialisme qui est d'ailleurs entretenu par nous-mêmes africains. Bien entendu, pour ceux qui connaissent les 100 lois de la vie, parmi les 100 lois de la vie ou de la société et de la civilisation, on sait que les gros poissons mangent tous les petits poissons. On parle des intérêts, on parle point, mais bien sûr, les intérêts sont partout. Mais nous, pourquoi nous ne sommes pas capables d'accompagner ces intérêts-là? Bien sûr que nous ne serons pas capables d'assumer un ordre mondial, puisque déjà on n'est pas structuré, organisé, et plus encore, on se laisse faire. Donc comment préserver, lutter ou être en phase ou anticiper un ordre mondial au moment que vous n'êtes même pas structuré, organisé et coordonné et tout compagnie. Donc ça devient un souci. Donc quelque part, nous serons toujours plus ou moins en bas, puisque nous ne sommes pas capables de prendre notre responsabilité. Et puisque cette anthropologie sociale très mauvaise, elle est là. Vous savez qu'en 2012, une jeune Congolaise s'appelle Ketia Bwanga avait écrit un livre édifiant. Elle avait dit ceci en terminant ces thèmes, je fais le résumé de ce livre. Il avait dit que l'ennemi du noir, c'est le noir lui-même. L'ennemi de l'Afrique, c'est l'Africain lui-même. Parce qu'il existe une certaine mentalité noire ou africaine qui nuit gravement à l'évolution du continent noir. Donc, vous avez tout compris.
Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vais ici vous décrypter cette anthropologie politique et sociale africaine qui n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne. Parce que nous, on peut faire servir les autres que de servir soi-même. On est contre nos propres intérêts et on ne sert que les intérêts des autres. Et donc, ça a été constaté depuis la nuit des temps que je vais ici vous en parler. Mesdames, Messieurs, déjà depuis les indépendants des années 1960, pendant cette période des indépendants de l'Afrique noire, parce que ça a commencé déjà les années 50, et ça s'est amplifié dans les années 60, puis 70, et s'est terminé dans les années 80, à peu près. L'indépendance de l'Afrique en fonction des pays. Pour l'Afrique francophone, c'était avant la fin des années 60, mais par contre, l'Afrique anglophone, c'était jusqu'aux années 80. Et n'oublions pas, le Portugal, c'était dans les années 1975 à peu près. Mesdames, Messieurs, dès les indépendances, les Africains ont été confrontés à des anthropologies politiques et sociales, antagonistes et complémentaires. Ces deux anthropologies, politiques et sociales, sont trop mauvaises. Trop mauvaises pour être utiles à la communauté africaine. Trop mauvaises pour être utiles aux droits fondamentaux des Africains. Trop mauvaises pour être utiles au but même de la condition humaine et voire existentielle. Trop mauvaises pour être utiles aux enjeux de la respectabilité interraciale. Je vous informe que l'homme noir peut être intelligent, riche, tout ce qu'il peut avoir ailleurs dans le monde. Tant que l'Afrique noire ne sera pas debout au thème de la liberté et de la dignité et du but même de la condition humaine et sociale, l'homme noir ou africain peut être riche partout dans le monde, il ne sera jamais respecté. La respectabilité interraciale, prenez un blanc, il peut circuler librement partout dans le monde parce qu'on sait que, oui, donc, la respectabilité interraciale ne se décrète pas, elle se construit. Auparavant, les blancs, ils ont tout prouvé, ils sont maintenant les maîtres du monde, ils passent partout. Et comme on dit, quand tu es blanc, tout va bien. Et après, les Asiatiques sont rentrés dans la mêlée. Et donc, ils sont d'être plus respectés partout. Quand on dit, quand tu es brun, tiens-toi bien. Et donc, ils tiennent bien. Mais quand tu es noir, va te faire voir. Et donc, c'est la réalité. Mesdames et messieurs, je vous informe que je vais ici faire le décryptage de ces deux anthropologies, politiques et sociales, qui nous font tant de mal pour l'Afrique. Je vous informe que dès la décolonisation, ou le mouvement des indépendances, il y a eu des activistes, des pionniers de l'indépendance qui ont commencé à lutter dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, où la plupart des Africains étaient venus se battre pour leur ex-pays colonisateur. Et après, pendant la libération et autres, donc ils ont commencé à demander leurs indépendances. Et donc, le mouvement s'est accentué au début des années 60. Mais le problème, c'est que nous étions confrontés d'un côté à ces pionniers activistes et qui voulaient vraiment décoloniser l'Afrique totalement. Ils voulaient une décolonisation totale de l'Afrique. Et face à eux, il y a eu d'autres forces anthropologiques sociales qui ont dit non, on doit rester on doit pas s'en sortir de là. Donc c'est les forces de la décolonisation contre les forces du néocolonialisme. En réalité, pendant ces indépendances, beaucoup de forces de la décolonisation ont été tous neutralisées, la plupart du temps. Des coups d'État, emprisonnement, assassinat. Et donc ceux qui ont pris le contrôle de l'Afrique depuis ces années, ce sont tout simplement les forces du néocolonialisme, qui sont au service du néocolonialisme. Donc ils ont été protégés. À l'époque, on parlait du néocolonialisme. Maintenant, aujourd'hui, on parle de marché et des intérêts des grandes puissances. Mais en réalité, ces forces-là
se sont simplement transformés. Donc, ils sont là. Bien sûr qu'ils ont semé des graines. Ils commencent à produire même les petits-enfants, les enfants autres. Vous avez par exemple au Togo, avec les graines de Yadema, au Gabon, avec les graines de, de Bongo. Et là, on a comment chercher au Gabon, au Tchad, au Congo, Brazzaville et autres. Même on a pu voir, même en Guinée et partout. Donc, ça devient un souci. Donc, ces forces qui représentent le néocolonialisme, c'est eux qui dirigent l'Afrique depuis. Euh, les pionniers sont partis, hein, donc tous ceux qui ont donné les indépendances là, ils ont été tous neutralisés. Mais on a remplacé par ces gens qui sont là en train de tirer l'Afrique vers le bas. Donc à chaque fois qu'un partisan de la décolonisation ou de l'éveil de l'Afrique s'éveille, aussitôt il y a ces forces du néocolonialisme, ils reviennent, et autres, emprisonnement, coup d'État, assassinat. Et ça n'a pas changé. Mesdames, Messieurs, bon, il faut se dire que nous, on est un peu comme entraînés et conditionnés à s'acharner contre notre même propre Afrique. Et c'est un problème. Et c'est un constat. Il est là réel. Donc, quand vous vous battez pour l'Afrique, l'ennemi que vous croyez, ce n'est pas celui qui vient d'Asie et autres. Mais il est là. Il est là dans votre propre pays, il est de votre propre race, dans votre propre sang. Parce qu'il est par la jalousie, par la même passion d'acharnement contre vous. Vous voyez, donc vous sentez qu'il est là. Mesdames, Messieurs, peuple d'Afrique. Bon, vous savez que beaucoup pensent que l'Afrique francophone, c'est une zone sans espoir, ni lendemain à construire et de futur à édifier. D'ailleurs, les Gilets jaunes, ils ont fait son rapport. Pourquoi il y a cette défiance envers la France? Bon, les chiffres sont clairs. Hein. L'Afrique francophone, c'est 2 tiers des dictateurs du continent africain. La plupart des dictateurs liberticides, antidémocratiques, antisociaux et criminogènes. Et voir la population de ces pays-là comme leur propriété privée et la France comme leur compagnie d'assurance. Et parfois, cette oligarchie politico-affairiste vient se servir là-bas en maintenant sémence. Aide-toi, aide-moi, etc. Au moment où je suis dans l'opposition, aide-moi. Au moment où je viens président au pouvoir en France, on va t'aider et ça continue comme ça. Donc, là, il y a eu 80% des hold-up électoraux qui se sont passés en Afrique au cours de ces dernières années. Tous, oui, hold-up électoraux sur 10 qui sont passés en Afrique, se sont passés en Afrique francophone. Et n'oublions pas que ces hold-up électoraux ont engendré des violences, des manifestations et des crises socio-politiques, socio-économiques et humanitaires. Même au niveau des droits de veto ou de résolution au niveau des Nations Unies, le cas du Congo-Brazzaville était un cas d'école. On a massacré les gens, on a empêché les droits de veto, une résolution sur les massacres que Sassou Nguesso a organisé au Congo-Brazzaville. N'oublions pas en République démocratique du Congo. On a empêché depuis. Mais n'oublions pas qu'au Tchad, il y a eu une tentative des rebelles pour renverser le dictateur Idi Déby et l'armée française a envoyé des armes pour aller bombarder. Vous avez vu par exemple ce qui se passe dans toute l'Afrique anglophone. Il n'y a pas eu ingérence ni de l'Angleterre pour aller demander à tel dictateur tu restes au pouvoir. C'est une affaire intérieure, pas de droit d'ingérence. En ce qui concerne les libertés, ils sont là. Et pourtant l'Angleterre est là avec ses intérêts. Elle n'a pas de monnaie coloniale, mais elle se bat à son 6e ou 7e rang mondial. Donc, la France se tient à cause de soi-disant ses intérêts vitaux et qui aujourd'hui deviennent presque un suicide collectif avec ses ex-colonies. Tous les indicateurs
macroéconomique de l'Afrique francophone. Et quand on regarde aussi à la France qui essaie de reculer depuis 4e puissance économique mondiale il y a 20 ans et aujourd'hui 7e. Alors qu'elle a les monnaies coloniales et elle a plein tout là-bas, mais il y a un souci. Donc c'est un problème de mentalité, habitude et comportement aussi de la France qu'il faudra bien les transformer. L'enjeu n'est pas de faire les mesures que Macron fait et autres, même s'il a pris ces mesures, mais il y a un vache à lait des comptes publics français qui sont là-bas en Afrique. On n'en parle pas. Et même les Gilets jaunes savent que c'est un risque. La France risque de descendre vite et très bas. Donc il y a un souci. Mesdames, Messieurs, vous savez que pendant l'égyptologie, c'est-à-dire à peu près 600 ans avant Jésus-Christ, les Arabes l'avaient bien constaté que les Noirs, c'est des êtres quand même atypiques. On peut le transformer facilement contre sa propre communauté, contre ses propres intérêts. C'est une race atypique. Vous pouvez le constater depuis l'égyptologie, en passant par l'Empire grec, 300 ans avant Jésus-Christ, puis l'Empire romain, et n'oublions pas l'arrivée de l'islam et tout ce qu'ils ont fait comme domination musulmane en Afrique. Ce sont que les premiers maîtres esclavagistes africains qui ont amené l'esclavage, c'était les Arabes. Et les Européens aussi qui copiaient avec les mêmes méthodes, et ça n'a pas changé. L'Afrique est facilement transformable contre ses propres intérêts, contre les intérêts de sa communauté. Et donc, sur ce plan anthropologique, notre anthropologie n'est pas bonne. En plus, ça peut arriver même à ajouter à des jalousies et autres. Voilà, vous voyez, c'est comme dans la nature, vous voyez deux bêtes qui se battent, le prédateur vient les prend l'autre, nous sommes comme ça. Alors que les autres sont structurés, organisés et coordonnés. D'ailleurs, ils sont courageux, ils savent qu'ils transmettent des valeurs, qui sont des valeurs de liberté, de dignité, de justice, de devoir de mémoire, parce qu'un peuple qui n'a pas de mémoire collective sera toujours dans la récurrence des mêmes erreurs. C'est ce que nous sommes. Allez voir en Afrique, il n'y a pas de trucs. On voit qu'à l'île Gorée, qu'on commémore l'esclavage, mais partout en Afrique, il n'y a pas de monument historique. On est que là sur la période coloniale. Mais tout ce qui s'est passé après, on zappe ça, on ne sait qu'interpréter ça, on ne sait jamais repenser ça. Et donc, ça devient un souci pour nous. Donc, nous, déjà au Moyen-Âge, on voyait comment les Arabes ont fait du mal à l'Afrique. Et puis, arrivé à la fin du Moyen-Âge, la Renaissance, c'est-à-dire la découverte des Amériques, vous avez vu l'esclavagisme européen, même au XVIIe siècle, avec les côtes noires. On s'est demandé, bon, est-ce que l'Africain a-t-il un cerveau? Est-ce qu'il a une âme et une conscience? Est-il humain? Bien sûr que la question est bien posée. Mais parce que, est-ce que nous sommes raisonnables? Pourquoi il n'y a que des hold-up électoraux et tout ça? Pourquoi, quand on voit que quelqu'un est bon pour l'intérêt général, pourquoi on est là pour tout conspirer et travailler pour l'intérêt des autres? C'est un problème, c'est un souci. Bien entendu, la France n'a pas encore décolonisé l'Afrique, mais qu'est-ce que ça peut faire? Mais puisque nous-mêmes, on n'est pas encore décolonisés dans notre propre tête, est-ce que dans la tête des Africains, nous sommes décolonisés dans notre tête? Donc, en tenant compte de ces problématiques du code noir, que nous sommes quelque part en train de légiférer. Est-ce que nous sommes humains? Est-ce qu'on a un cerveau? Est-ce qu'on a une âme et une conscience? Est-ce qu'on est raisonnable? Est-ce qu'on sait que, voilà, il y a ces enjeux-là? Rien du tout. Mesdames et messieurs, ce n'est pas tout. Il faut dire que notre anthropologie politique est mauvaise parce que, bon, ben, on a tendance à confisquer toujours le pouvoir. On a toujours tendance à confisquer le pouvoir. Que ce soit les côtés des anciens pionniers, ceux qui ont amené l'indépendance, parce qu'il y a beaucoup de pionniers de l'indépendance qui étaient du bon côté pour transformer cette Afrique francophone. Mais la plupart, même en Afrique anglophone, ils se sont transformés en dictateurs. Vous avez vu les derniers cas, par exemple, en Afrique anglophone, il y a eu le cas de Mugabe en 1980, qui était le pionnier de l'indépendance du Zimbabwe. Vous voyez comment il s'est transformé en dictateur. Il fallait le chasser. On a vu aussi beaucoup en Afrique francophone. Donc nous avions cette tendance innée, peut-être problème aussi éducation, transmission et autres, des valeurs de démocratie, mais là.
Donc, il faut se dire que nous avons toujours des tendances à des dérives autoritaires. Et parfois, le pouvoir sans pouvoir. Donc, le but, pour moi, aujourd'hui, est de dire comment nous allons faire le réveil de l'Afrique. Mais je dis sous conditions. Quelles conditions? Il y a trois conditions. La première, il faut que nous arrivions à abolir euh, l'élection présidentielle au suffrage universel direct. Et deux, il faudra diluer certainement la fonction présidentielle. Trois, repenser les pouvoirs au cœur des zones tribales. Parce qu'en réalité, l'Afrique noire, c'est les Nations Unies des tribus. Donc, quand vous avez un pays, il y a 55 tribus, par exemple, le cas du Congo-Brazzaville, c'est 55 nations qui sont là, sans se rendre compte. Mais comment réorganiser ça? Nous avions copié ce que l'Occident nous a mené. Et comment réorganiser ça? Et je pense que bon, dans l'abolition du pouvoir présidentiel, donc l'avantage c'est qu'on pourra arriver à la fin des dictateurs. Et que deuxièmement, il faudra aussi éviter les hold-up électoraux et surtout avec les manifestations, contestations, violences et autres. Donc, l'enjeu ici est d'arriver à un régime de type conventionnel. Au lieu de dire présidentiel, semi-présidentiel, comme on voit en Occident. Non, c'est pas comme ça. Nous, en Afrique, avant tout, on n'appelait pas tout le monde à aller voter pour un individu. Les gens restaient dans leurs tribus et autres. Mais nous, là, nous avons la somme de ces tribus-là. On appelle les gens d'aller voter un membre d'une autre tribu. C'est ça. Les autres membres de la tribu ne veulent pas accepter. Donc, il faut une entente collégiale dans une convention et que voilà le projet des choses, travailler ensemble entre cette Nations Unies des tribus dans un pays. Le Congo, c'est les Nations Unies des 55 tribus. Donc, comment regrouper ça? C'est tout l'enjeu. Donc, par exemple, je prends l'exemple du Congo pour chez moi, pour un peu donner l'exemple. Donc, nous aurons un régime conventionnel où le président de la République n'aura plus qu'un rôle symbolique. Et le pouvoir sera du côté du Premier ministre. Et comment? D'abord, nous aurons d'abord l'élection au suffrage universel direct. Elle va se trouver au niveau local et régional d'ailleurs. Donc, le jour même de l'élection qui va élire trois individus, trois élus, le premier, par exemple, dans votre commune, il va élire le maire de votre commune le même jour. Deuxième, le député qui va représenter votre commune au niveau de votre région. Et puis, trois, il faudra, et lui, il y a aussi le député qui va représenter votre ville au niveau national. Et donc, ces membres-là vont former des délégués, multipliés par le nombre de délégués dans l'échelle nationale. Et donc, vous avez plusieurs délégués qui vont venir des différentes communes, régions, et qui vont aller à une convention nationale. Et dans cette convention, on pourra avoir au cas du Congo jusqu'à 1500 délégués, et qui vont venir élire le président de la République à titre symbolique pour un mandat de 7 ans non renouvelable. Et à la 4e année, une motion de confiance, le Premier ministre pareil, mandat sur projet de société de 7 ans non renouvelable et sur projet de société. Et à ce moment-là, à la 4e année, des deux côtés, ils vont avoir motion de confiance. Donc, le pouvoir va être au niveau des régions semi-autonomes et qui sont en lien avec les zones tribales. Donc, je pourrais aller chercher des partenaires économiques et autres partout dans le monde sans passer par la capitale. Et donc, il y aura des politiques générales faites au niveau national, mais les petites tribus qui sont des nations, ils vont fonctionner de manière semi-autonome. On pourra avoir une diversité de régions, une diversité de politiques économiques, culturelles et autres. Parce que la biodiversité culturelle en Afrique est une richesse. Nous ne devons pas la perdre par des pouvoirs centralisés. Et donc, dans ce cadre-là, que j'ai introduit ce terme de réveil de l'Afrique. Donc, il va que commencer par la dilution ou l'abolition de l'élection présidentielle au suffrage universel direct. Et en transformant la République conventionnelle où le Premier ministre aura son pouvoir en rapport avec les collectivités locales et régionales dans l'ensemble d'une dynamique nationale. Vous l'avez tout compris. Je vous remercie et à bientôt.